Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter la 26e édition de notre Observatoire mondial des marchés de l'énergie, le WIMO, avec mes collègues Florent Drillon et Philippe Vier. Cette année, nous avons titré cet observatoire sur le fait que le monde n'est pas sur la trajectoire des accords de Paris et nous nous sommes posé la question de ce qu'il fallait faire. Alors, vous voyez là les travaux que nous avons menés à la fois sur la situation géopolitique et les politiques de souveraineté, les technologies vertes et leur développement. Que faut-il faire pour être ou se rapprocher de la trajectoire des accords de Paris? Et puis, les conclusions et recommandations. Cette année, nous avons décidé de couper cette présentation en 4 épisodes. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le premier épisode sur la politique géopolitique et l'impact sur les politiques de souveraineté. Je vous encourage très fortement à regarder aussi les 3 autres épisodes. Donc nous allons parler des tensions géopolitiques qui sont très fortes, à la fois des tensions en termes de guerre, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi les tensions en termes commerciaux et d'embargo. Alors, nous vous présentons une carte sur laquelle vous voyez les différents conflits armés. Le premier qu'il faut citer, Colette, tu viens de le citer, le conflit russo-ukrainien, où il y a 2 réacteurs nucléaires qui sont au centre de ce conflit, où il y a eu différentes attaques sur des actifs énergétiques, notamment le gazoduc Nord Stream 2, puis le barrage de Kakhovka. Le conflit israélo-palestinien qui, en cas d'extension, pourrait provoquer une crise sur les marchés pétroliers. Le fait que les islamistes houthis du Yémen attaquent régulièrement la mer Rouge, ce qui fait que les navires ne passent plus par le canal de Suez et en gros doublent le temps de transport, et enfin différents autres conflits comme le conflit potentiel Chine-Taïwan. Le résultat de tous ces conflits, au-delà des actifs énergétiques, c'est que les budgets de la défense ont augmenté de 1,4 à 2% des produits intérieurs bruts dans la dernière décennie, ce qui est vraiment une augmentation significative d'une part et qui d'autre part peut venir prendre des budgets qui pourraient être consacrés à la transition énergétique. Alors il n'y a pas que les budgets, les conflits armés, il y a aussi les élections. En 2024, il y a eu 64 pays qui ont été concernés par des élections générales. En rose, vous voyez les élections qui sont déjà intervenues, et en rouge, celles qui doivent intervenir maintenant, dont l'élection nord-américaine, qui peut évidemment changer les politiques et qui a déjà ralenti les investissements autour de l'Inflation Reduction Act. Le nouveau gouvernement anglais qui a pris le pouvoir a décidé qu'on ne pouvait plus investir sur le pétrole et le gaz pour des nouveaux actifs et clairement s'engage à ne pas poursuivre les activistes dans les tribunaux. La Commission européenne nouvellement élue, le Parlement européen et la Commission européenne nouvellement mise en place vont probablement infléchir la trajectoire des différents projets qui avaient été votés jusque-là. Les politiciens sont élus pour 4 ou 5 ans quand la construction d'un actif énergétique, une centrale ou un réseau, prend plus de 10 ans, tout compris. Alors, la première chose que l'on a pu constater, c'est que en 2023 et début 2024, les commodités, notamment le pétrole, mais aussi l'électricité et le gaz, sont revenues au prix qu'elles avaient avant les crises. Alors, pour le pétrole, il y a des facteurs qui poussent à l'augmentation des prix, les tensions au Moyen-Orient, le fait qu'il y a des bombardements houthis dans mer Rouge, le fait que l'OPEC se soit mis d'accord sur une réduction de la production, mais en même temps, les Américains produisent plus que jamais et puis l'économie demande un tout petit peu moins de pétrole. On a probablement passé le pic de pétrole. Le baril n'a jamais été au-delà de 95 $ et vous voyez la courbe, il est en train de baisser de façon très significative. Concernant le gaz russe et les différents embargos européens, juste avant la crise, au premier trimestre 2021, 49% du gaz européen venait de Russie. C'est en rouge sur le graphe. Et vous voyez que ça a baissé
largement et que au plus bas, au deuxième trimestre 2023, on était à 14%. Et il y a une augmentation légère à nouveau de l'approvisionnement par des pipelines, mais aussi par du gaz naturel liquide, des exportations russes. L'Europe achète 49% du gaz naturel liquéfié russe aujourd'hui. Alors, le Parlement européen a passé une loi qui autorise les États à se passer du gaz naturel liquéfié russe. Aucun État n'est allé jusque-là. Et on voit que le gaz naturel liquéfié russe peut venir de pays, la Turquie par exemple, qui ne sont pas des pays gaziers, mais qui approvisionnent les pays européens avec ce gaz russe. En effet, Philippe, la crise du gaz russe avait contribué à fortement faire augmenter les prix en 2022. Et on a vu en 2023, et ça se poursuit en 2024, un retour à des prix plus bas et plus stables des prix du gaz, notamment également du fait d'une diminution de la demande qui s'explique par un essor des alternatives, tu l'as évoqué, le retour à des partenaires comme la Norvège par exemple, ou d'autres fournisseurs, d'autres exportateurs qui ont comblé le déficit du gaz russe, et également des travaux importants d'efficacité énergétique qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays d'Europe pour pouvoir réduire leur dépendance au gaz russe. En Europe, les prix ont descendu et ont chuté de près de 70%, pour revenir aux alentours de 13 $ en moyenne par MBBTU. Ces évolutions ont permis d'assouplir le marché européen et également d'offrir un avantage compétitif aux entreprises américaines qui payent aujourd'hui leur gaz russe à un prix inférieur au gaz européen. Si on s'intéresse désormais au prix de l'électricité, de la même manière, les prix d'électricité ont diminué et sont revenus à des niveaux plus stables en 2023, notamment en Europe et aux États-Unis. Ça s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la croissance de l'offre de renouvelables, puisque beaucoup d'actifs renouvelables ont été connectés au réseau et contenus de l'être, ce qui rend l'offre disponible plus importante. Et puis en France et pour l'Europe, c'est important, le retour à une production du parc nucléaire plus importante que les années précédentes, qui avait, souvenez-vous, été réduite du fait des problèmes de maintenance sur une grande partie du parc nucléaire français. Et dernier point qui est important aussi à noter, c'est la baisse de la consommation, notamment industrielle, qui explique aussi cette moindre demande et qui contribue à faire baisser les prix. Alors de la même manière, on voit que aux États-Unis, les prix restent plus faibles en électricité, ce qui là aussi donne un avantage compétitif aux entreprises américaines. Si on regarde un autre aspect de la dimension géopolitique, c'est le rôle de la Chine dans les technologies de production d'énergie bas carbone, et qui est aujourd'hui dominante sur la plupart des technologies, que ce soit le renouvelable, puisque plus de 80% des panneaux solaires sont produits en Chine, mais également l'éolien, où 60% des éoliennes sont fabriquées en Chine. Et puis dans les technologies également non éoliennes, non solaires, le nucléaire, la Chine possède aujourd'hui la 3e flotte de réacteurs derrière les États-Unis et la France, et continue à construire significativement. Et dans l'hydrogène vert, sur lequel on compte beaucoup pour décarboner l'industrie, et bien là aussi la Chine est aujourd'hui en tête en termes de production d'électrolyseurs et dispose d'usines de taille très significative. Ça pose évidemment pour les pays occidentaux un certain nombre de questions, et notamment la question de l'arbitrage entre le coût, la compétitivité de ces technologies pour accélérer la transition énergétique, mais aussi des problématiques de dépendance et de souveraineté nationale. Par exemple, les métaux et les terres rares, qui sont pour l'essentiel raffinés ou extraits en Chine, et dont on a besoin pour ces technologies bas carbone, les États occidentaux doivent maintenant trouver des alternatives ou d'autres matériaux. Donc ça force à l'innovation pour que
que l'Europe, par exemple, reste compétitive. C'est l'objet du dernier rapport Draghi sur l'innovation et la compétitivité. Donc cette domination de la Chine sur les technologies bas carbone, elle force les États occidentaux à se reposer la question d'abord de leurs sources d'approvisionnement, de leurs alliances, mais aussi de leur politique industrielle et de leur politique d'innovation. Alors, comme le disait Florent, le développement des batteries, qui est absolument indispensable pour stabiliser les réseaux et stocker bien sûr l'électricité, consomme beaucoup de métaux. Et de manière générale, la transition énergétique consomme beaucoup de terres rares qui sont utilisées, par exemple, dans les turbines d'éoliennes ou d'autres, et dans les moteurs de manière générale. Alors, on voit ici l'augmentation de la demande des différents métaux. Et vous voyez que le lithium qui est en bas, en rose, augmente au cours du temps. On va revenir là-dessus. Le graphite aussi. Et le graphite est importé aussi de Chine. Et bien sûr, le cuivre et l'aluminium. Alors, quand on regarde sur le graphique en bas à droite, on voit la projection d'augmentation des besoins de lithium. Elle est probablement trop optimiste parce qu'on voit aujourd'hui que le marché des véhicules électriques ne se développe pas à la vitesse à laquelle c'était prévu et on voit une chute dramatique des prix du lithium. On le voit sur le graphique à gauche. Les prix ici sont en RMB, en monnaie chinoise. C'est surtout les Chinois qui achètent. Là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est que on va probablement pas aller vers cette croissance exponentielle du besoin de lithium pour plusieurs raisons. À part peut-être le marché des batteries électriques qui n'ira pas aussi vite que prévu pour les batteries de voitures, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs pour les batteries stationnaires. Mais par ailleurs, on va recycler les batteries de voitures. On avait l'année dernière expliqué ce qu'était le black mass, c'est la substance qui reste quand on a extrait les matériaux des batteries, et ceci est aujourd'hui tradé sur le marché, et donc on va séparer les différents métaux dont le lithium. Par ailleurs, effectivement, comme l'a dit Florent, les pays occidentaux réagissent, et il y a quelques exemples ici. Eramet qui vient d'ouvrir une grosse mine en Argentine. Le gouvernement chilien qui veut augmenter de 70% sa production de lithium. La Chili est un gros producteur de lithium. Et puis, on trouve du lithium dans les eaux de l'exploration-production et aussi dans la géothermie profonde. Et on voit des nouveaux acteurs qui viennent sur ces marchés, et notamment ExxonMobil, qui est un acteur assez puissant, qui a considéré que le lithium maintenant fait partie de ses axes de développement, et un acteur français plus modeste dans la géothermie, Arverne, qui va exploiter du lithium dans l'est de la France. Sur la partie terres rares. Alors, les terres rares sont pas des éléments rares, contrairement à leur dénomination. En fait, ils sont pas rares, mais ils sont très difficiles à extraire. C'est pour ça qu'on les appelle terres rares. Et ça regroupe 17 métaux qui sont vraiment indispensables à la transition énergétique. On a donné un petit exemple du Groenland. Le Groenland, je vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, le président Trump avait souhaité acheter le Groenland. C'était peut-être pas une mauvaise idée en soi, parce que le Groenland est très riche en terres rares. Il a aussi du graphite et il y a aussi du pétrole. Enfin, c'est peut-être pas très réaliste. Néanmoins, on pense aussi que l'exploitation de ces ressources minières en Groenland sera très compliquée. Alors, on a parlé des politiques de souveraineté. Vous le savez, notamment les États-Unis qui mettent des tarifs douaniers sur les panneaux solaires, les pays qui ont une politique de souveraineté, on vient de le dire, dans les métaux, qui créent des fonds dédiés pour développer ces métaux rares, et les embargos que l'Europe a mis sur le pétrole russe et le charbon russe, pas sur le gaz russe. Alors, est-ce que tout ça va être efficace ? La première question qu'on peut quand même se poser, c'est est-ce que dans un monde aussi interconnecté que le nôtre, ceci est efficace ? Alors, sur l'illustration en haut à gauche, vous voyez le nombre de câbles de communication qui relient les différents pays du globe, et le total de longueur de ces câbles, c'est 33 fois la circonférence de la Terre. Donc, c'est assez impressionnant. Les échanges mondiaux, c'est 32 trilliards de dollars, donc c'est aussi extrêmement fort.
Et donc, on peut se dire que ces politiques de souveraineté vont peut-être avoir une limite, sachant aussi que depuis des siècles, les embargos sont souvent contournés. Je vais donner juste un exemple. Les panneaux solaires chinois sont, disons, à peu près interdits aux États-Unis. Les États-Unis n'importent que 1% des panneaux solaires chinois. Mais bizarrement, l'importation des panneaux solaires indiens a beaucoup augmenté ces derniers mois, et il y a une suspicion qu'en fait, c'est des panneaux solaires chinois qui passent par l'Inde. Donc, la question qui se pose, c'est ces politiques de souveraineté qui, quand même, vont augmenter les prix avec les tarifs douaniers. Quelle est leur limite ? Ceci amène à la conclusion de cette partie. On dira que la Chine, et Florent l'a évoqué, a beaucoup augmenté sa position dominante dans toutes les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, le nucléaire, maintenant l'hydrogène vert, les batteries bien sûr, et ils se sont lancés aussi dans le CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage. Et ils sont dominants dans les métaux rares et les terres rares. Les pays occidentaux ont mis en place, les États-Unis, l'Europe, des politiques de souveraineté pour essayer de développer en propre ces ressources et moins les importer. Mais on est dans un monde global, très très interconnecté. Les embargos sont souvent contournés. Les tarifs douaniers font augmenter les prix pour les citoyens, et on sait que l'acceptation des citoyens de la transition énergétique, qui va quand même leur coûter, est un sujet extrêmement délicat. Donc, on peut se demander si des accords ne seraient pas meilleurs, sachant qu'aujourd'hui, les tensions géopolitiques de notre planète probablement ne le permettent pas. Merci beaucoup de votre attention, et surtout, allez regarder les épisodes suivants. Merci.